Mindways, le podcast pour rebondir. Il y a des ambitions qu'on n'arrive pas à faire taire. Elles sont là, présentes, juste au bord des lèvres. Et entre vous et elles, il y a une barrière invisible. Ce n'est pas un manque de motivation ni un manque de talent, c'est votre mental qui freine. Vos peurs, vos certitudes et parfois un ego un peu trop présent. Aujourd'hui dans Mindways, je reçois Simon Giraud, préparateur mental depuis plus de 30 ans. Il a accompagné des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des dirigeants. Il se définit comme un artisan du mental, cash mais efficace. Et il a une conviction, 80% de votre réussite dépend de votre cerveau. Dans cet épisode, on va parler de comment sortir de l'auto-sabotage, de pourquoi le mental devient paresseux et ce que signifie vraiment atteindre la stratosphère, cet état de clarté mentale et d'action fluide. Vous découvrirez des outils concrets pour entraîner votre esprit, retrouver du focus et transformer vos ambitions en décisions. Si vous sentez que vous êtes à deux doigts de quelque chose, mais que ça coince, cet épisode est pour vous. Préparez-vous à une bonne dose de lucidité et de puissance intérieure. Simon, bienvenue dans Mindways. Bonjour. Peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Salut Sébastien, merci pour ton invitation. Je m'appelle Simon Giraud, j'ai 61 ans, je vis sur le plateau du Vercors à côté de Grenoble. Et ça fait effectivement 35 ans que je fais de la préparation mentale pour les sportifs de très très haut niveau. Et avec grand plaisir de répondre à tes questions, Jean. Tu dis que ton parcours démarre par un drame. Est-ce que tu veux bien nous partager ce point de bascule ? J'avais 16 ans et j'ai perdu une sœur dans un accident de la route. Et cette sœur avait 5 ans de plus que moi, donc c'est pas la période où on traîne le plus avec ses frères et sœurs. Et par contre, j'ai vu le truc le plus horrible que j'ai jamais vu de ma vie, c'était la souffrance de mes parents. Et très honnêtement, de ce jour-là, ma vie a plutôt basculé. Aujourd'hui, je le dis avec sérénité. C'est à ce moment-là, j'ai dit que plus personne me dirait ce que j'ai à faire dans la vie. Et j'ai été un peu un électron libre. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et ça a commencé par ce drame-là. Et j'en ai tiré profit. Effectivement, tu parles d'électrons libres. Quand on lit ta description sur LinkedIn, on peut voir que tu as été paysagiste, expert financier, hypnothérapeute. Comment ces expériences qui sont de prime abord opposées t'ont conduit à arriver à la préparation mentale ? Il y a un fil conducteur à tout ça. D'abord très très proche de la nature, puisqu'avant même de l'accident de ma sœur, je passais du temps pendant les vacances avec les paysans autour de chez moi. Et donc toujours très très proche de la nature, de ce qui pousse, de ce qui vit. Et ça a été un peu une suite logique d'être pépiniériste, puis paysagiste. Et puis là-dessus, à un moment, je dis je veux faire autre chose et je suis rentré dans la vente. Et puis de là, je suis arrivé à la finance. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé avec les athlètes qui m'ont demandé de faire des déclarations de revenus et qui ont finalement dit: est-ce que tu voudrais pas être notre manager ? À l'époque, manager, c'était négocier le contrat. On dirait plus agent aujourd'hui. Et là, j'ai dit je vais d'abord vous faire gagner des courses, c'est du monde de ski alpin. Je vais d'abord vous faire gagner des courses et on va revenir à des choses plus humaines. Et là, tout le sens de ce que j'ai appris et des mentors que j'ai eus sur le chemin. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai développé. Et je me suis vraiment passionné par le fait de dire comment est-ce que finalement on peut vivre le plus naturellement possible avec le plus d'efficience possible dans le développement de notre cerveau pour nous rendre la vie agréable, la performance, c'est être bien dans ses pompes dans toutes circonstances. Et en général, on dit un esprit sain dans un corps sain. Ça part effectivement de là et tu le dis très bien parce que tu dis 80% de la réussite dépend du cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette idée avant qu'on rentre dans les détails ? Il y a une chose que toi et moi, on a fait 3000 fois, on s'est planté 3000 fois avant de savoir le faire très correctement, c'est marcher sur nos deux pieds. Et il se trouve que pendant ces 3000 fois, jamais on s'est dit la marche, c'est pas pour moi. Non, tu vois, c'est la peur de l'échec, c'est un truc qui arrivait après. Et du coup, naturellement, c'est ton cerveau qui fait la différence parce que tu as l'intention, tu fais avec ton intention et finalement, ça se passe. Tu progresses à chaque fonctionnement. Et c'est vraiment le fait de supprimer toutes les barrières plutôt inutiles. Alors après, c'est difficile de dire laquelle est utile, laquelle est inutile, mais de supprimer toutes les barrières pour finalement faire comme un enfant avec la connaissance en plus, quoi. De finalement s'affranchir un peu de cette espèce de
d'intellectualisation de l'échec, quoi. C'est ça. Je suis pas fan du truc de dire ouais, il faut à tout prix avoir des échecs. Non, non, réussis et quand tu te plantes, profites-en pour progresser, quoi. Ouais, c'est tu retires des leçons de ton échec plutôt que de De ton échec et de tes réussites, en fait. oui, oui, bien Et sûr. on est né pour croître, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Tu parles de donner les bonnes consignes au cerveau justement, concrètement ça veut dire quoi et comment tu fais ça au quotidien? C'est Si je devais rentrer, je vais le faire sans la technique, mais plus avec la métaphore. C'est-à-dire que imagine, tu sors de l'aéroport, tu vois, et là, tu montes dans un taxi, tu montes, tu t'assois dans le taxi, tu regardes le chauffeur et tu dis: «Allez, on y va!» Et le chauffeur, il va te demander où tu veux aller et il y a peu de chances pour que, il aille quelque part si tu lui dis, «Bah, où vous voulez», quoi. Et notre cerveau, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a, derrière le lobe préfrontal, on a un truc qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et en fait, c'est à lui qu'on pitch, nos projets, nos idées et c'est lui qui les valide et une fois que lui, il les a validés, bah, il met tout ce qui est à notre disposition dans notre cerveau. Il sort les forces spéciales pour, nous emmener au bout de là où on va aller. Donc il faut toujours, toujours exprimer avec beaucoup de clarté, ce qu'on veut vraiment. Il faut exprimer ça à notre cerveau, sans tabou. ça peut être, ça peut être quoi? C'est la visualisation, c'est de l'écrire, de se le répéter, enfin tu matérialiserais ça comment? Alors, moi, j'ai développé une méthode, que j'ai appelée, «And First» et qui est assez simple, c'est de dire, tu commences toujours par la fin. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Quel est Et l'objectif? tu vas pouvoir le décrire comme si, je me souviens avoir fait des essais au début de ChatGPT et en l'occurrence, de Midjourney, c'était, je veux décrire ce que je vois dans ma tête comme si je parlais à un peintre aveugle et du coup, c'est top avec l'IA pour s'entraîner à faire ce genre de choses, pour s'entraîner à faire une bonne description. Parce qu'une fois que je sais décrire les choses comme ça, si je les décris à mon cerveau, pouah, c'est d'une limpidité incroyable. Donc vraiment une vraie description à l'oral, à l'écrit, comme on veut. On peut y penser 10 fois dans la journée. On peut partir, revenir, ça pose aucun problème. Et puis après, ben, c'est déterminer qu'est-ce que je dois faire? Arriver à ce que les effets de mes actions, produisent ça. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je suis jamais dans le résultat et toujours dans le comportement. C'est le seul vrai objectif qui existe, le résultat est une conséquence. Et puis, une fois qu'on a déterminé ce qu'on doit faire, c'est comment je dois être pour faire ce que je dois faire. C'est quoi mon identité? C'est quoi mon tempérament? C'est quoi, mon comportement? Et une fois que j'ai ça, bah, je dis, avec quelle temporalité? Histoire que ce soit pas un nuage qui flotte dans les songes. Quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je termine? C'est quoi les étapes qui sont, ni plus ni moins que des contrôleurs de trajectoire pour voir si je suis dans le bon sens? Et là, notre cerveau, il adore ça, vraiment. Ouais, je te rejoins sur ce côté-là, tu as l'objectif final et après c'est moi je le découpe en objectifs à moyen terme puis court terme, pour en fait avoir des espèces de jalons, et après c'est comment j'atteins chacun de ces jalons pour, progresser quoi. C'est un peu le trust, the process plus que juste la destination finale. C'est comment déjà je chemine pour y aller et on dit souvent la réussite, elle commence toujours par le premier pas. C'est sûr que si on se dit: «Je vais gravir l'Everest» et que je suis au pied de la montagne et que je bouge pas, ça risque d'être long. Tu vois, l'exercice est difficile, mais l'optimisation de ça, c'est vraiment partir de la fin. C'est-à-dire que toi, tu vois la fin, puis après, tu montes les étapes. Moi, je pars la fin et je reviens en arrière. Comme un rétro-planning finalement. C'est ça, comme un rétro-planning, un rétro-comportement, une rétro-identité et ça vraiment, tu vois, c'est comme si je te disais: «Écoute, Sébastien, ça me fait plaisir, tu vois, ça fait 5 ans que qu'on s'est vus, tu vois? On se retrouve 5 ans après le premier podcast qu'on a fait ensemble. Rappelle-moi, dis-moi comment tu as fait pour en arriver là» et là, tu vas me raconter le passé que tu as pas encore vécu, hem et ça, c'est un exercice d'étirement cérébral qui est particulièrement efficace pour notre cortex singulaire intérieur et qui nous permet de de se mettre vraiment sur les bons rails. Tu coaches depuis plus d'une trentaine d'années. Quels sont les blocages les plus fréquents que tu observes chez les personnes, qui ont une ambition, importante et du coup des objectifs potentiellement importants? C'est assez paradoxal ce que je vais te dire, c'est que celui qui a vraiment une ambition importante, il a rarement des blocages. D'accord? C'est-à-dire que, hem, j'aime bien dire, soyez effrayés par votre ambition. Votre ambition doit vous faire peur. Parce que si on est effrayé par l'ambition, alors
dans notre cerveau, il va se passer un truc d'urgence, d'hyperconcentration, d'hyperfocus. Euh, et à partir de ce moment-là, on va y arriver. On va vraiment être focus sur le comportement qui nous permet de. On va vraiment se poser la question de comment je vais faire et pas est-ce que je vais y arriver, tu vois. Donc, plus on est effrayé par son ambition, et mieux. Donc, je trouve plus des blocages sur des ambitions intermédiaires. Euh, Typiquement, quelqu'un qui veut être dans les 10 meilleurs mondiaux ou les 5 meilleurs mondiaux, il fonctionne pas la même chose que celui qui veut être premier mondial, quoi. Et donc, sur ces objectifs intermédiaires, je vais trouver des blocages qui sont la peur de l'échec, bien souvent. Et puis, traditionnellement, qu'on retrouve aussi chez nos contemporains qui font pas de sport de très haut niveau, le fait d'avoir des attentes, le fait de donner du pouvoir au regard des autres et le fait de vouloir changer les autres. C'est intéressant ce que tu dis, ce côté mindset aussi, de quelqu'un qui a de l'ambition, vraiment très, très élevée et celui qui est intermédiaire. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps et j'adore cette image parce que ça m'a vraiment parlé. Je alors je participais pas directement, mais j'étais, au bord du terrain, sur un concours hippique de poney pour enfants, mais internationaux. Et il y avait, donc tu arrives à l'entrée de la carrière et moi je levais la barrière pour faire rentrer les mecs et heu et donc tu as le dernier mot du coach, à ce moment-là et je voyais les Allemands, les Anglais, «Tu es le meilleur, tu vas y arriver» et cetera et les Français qui arrivaient et c'était: «Bah, tu fais du mieux que tu peux» et là tu te dis: «Mais il y a un décalage de fou, en fait, entre je pense être le meilleur et du coup, je me donne tous les moyens d'y arriver et bah, fais au mieux et puis tu verras bien, quoi. C'était vraiment criant et ça m'a marqué sur cet écart de tempérament. Alors je pense que maintenant les mentalités ont un peu changé, mais parce que je te parle de ça, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années, mais ça m'avait vraiment frappé, quoi. Ouais, je crois que après chaque coach a des fois un peu sa touche, mais tu vois, les deux sont vrais. La seule chose, c'est que c'est important de donner le meilleur de toi-même. Le pire truc qui puisse t'arriver, c'est avoir des regrets. Sauf que le meilleur de soi-même à 42 fièvres, c'est pas le même meilleur de soi-même que quand on est en pleine bourre. Et du coup, c'est pas dire je serai meilleur demain ou j'étais meilleur hier, c'est je fais tout ce que je peux, mais je suis le meilleur, je vais chercher le meilleur et mon meilleur doit suffire pour gagner, quoi. Et c'est vraiment un état d'esprit qui est différent. Et c'est vrai que bien souvent, j'ai entendu la même chose que toi. Bon, bah, fais de ton mieux. Dit-il, c'est pas grave, mon lapin, l'important, c'est de participer. Non, non, tu viens pas là pour ça, quoi. Non, c'est ça. Tu viens pour gagner, donc tu vas donner le meilleur pour avoir 0 regret. Et si quelqu'un est meilleur que toi, eh ben, félicite-le et prends-en de la graine. Si j'ai le temps pour une anecdote, ça, c'était aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'était la première fois qu'il y avait l'escalade. Et j'avais une athlète, Anouk Jobert, qui faisait de l'escalade de vitesse et qui, la veille, on fait une visio et on parle justement de ça. Et je lui dis, bah, écoute, euh, demain, faites tout, donne le meilleur, que ton meilleur soit le meilleur de la planète. Et si la recordman du monde te gagne, eh ben, demande-lui comment il fait et sois admirative. Et au début, elle dit, oh bah quand même. Et après, elle dit, non, mais t'as raison. Si en fait, elle est vraiment meilleure que moi ce jour-là, euh, bah, j'ai qu'à apprendre, quoi. Quelle Et, amitié et et ce jour-là, les deux ont battu le record du monde et mon athlète n'a pas gagné. Mais elle a quand même, elle, fait la meilleure perte de toute sa carrière. Et c'est d'à côté, a surbattu son record. Donc, c'était très, très belle finale. ouais, elle avait le petit truc, en plus à ce moment-là, elle a mis tout bien dans l'ordre et voilà, quoi. Et Le c'est un peu niveau. comme en Formule 1 quand tu vois les mecs, faire, le meilleur secteur, une fois et puis après, les 2 autres secteurs sont pas bons. Et puis finalement quand tu te dis: «Bah, si je mets tout bien bout à bout, bah, au final ça peut marcher». C'est vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le mental là-dedans a une importance, colossale. Aujourd'hui, moi, je le dis, hein, groupe prend les 50 meilleurs mondiaux de n'importe quelle discipline sportive. Ils ont tous le même niveau technique, tous le même niveau physique. C'est-à-dire qu'il y a plus de, tu vois, il y a accès à l'information partout. Donc, tout le monde sait s'entraîner correctement, tout le monde sait faire du physique correctement. La technique, c'est pareil. Et donc, ce qui va faire la différence pour un centième, deux centièmes, une demi-seconde, bah, c'est ailleurs que dans la technique et dans le physique, hein.
identifies, tu identifies 3 freins majeurs, je vais pas y arriver. Tu identifies 3 points majeurs, pardon, la peur, les certitudes et un mental qui peut être paresseux. On commence par où pour se libérer de tout ça? Et je vais commencer par le mental paresseux. Ouais, définis-me-le moi, c'est pratique. Le mental paresseux, en fait, c'est pas une invention Simon Giraud, c'est un prix Nobel d'économie d'ailleurs et psychologue, Daniel Kahneman, qui explique très bien ça, qui est le pape des états cognitifs et de la métacognition. Et en fait, il y a 2 systèmes dans notre cerveau. Le système 1, qui est la partie réflexe très très rapide, et qui peut dire des conneries et qui supporte pas de pas avoir de réponse, d'accord? Et puis la partie 2, qui est vraiment le truc pachydermique, notre système 2, qui lui, il faut le rouer de coups pour qu'il donne une réponse. Par contre, toute notre puissance et notre intelligence est là. Et du coup, tu vois, pour illustrer ça, si on est tous les 2 en train de marcher dans la rue et puis je te dis: «Tiens, est-ce que tu peux me donner 873 divisé par 234?» Ton cerveau sait le faire. Et si je te dis: «Non, non, mais vas-y, fais-le, on prend le temps qu'il faut», tu pourras plus marcher. Tu vas être obligé de t'arrêter pour réfléchir parce que cette partie-là est tellement consommatrice d'énergie que ça bloque tout. Et donc, entre ce système 1 et ce système 2, il y a un truc qui est niché et qui s'appelle la paresse mentale. Et la paresse mentale, alors, désolé, que ce soit pour moi, pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est le truc contre lequel on va devoir lutter jusqu'à la fin de notre jour. On peut pas faire autrement. C'est juste de savoir identifier à quel moment je suis vraiment en paresse mentale. C'est le petit détail que je fais pas. euh, et c'est ce qui va permettre d'avoir la différence pour être bien dans ses pompes, pour réussir, pour dire, tiens, puisque cette chose que je veux pas faire, je suis obligé de la faire, eh ben, je vais la faire avec le sourire, avec enthousiasme. Eh ben oui, il va falloir que je me donne un coup de pied au cul pour avoir le sourire et l'enthousiasme pour la faire. Sauf que cet état va me changer et va me faire vivre les choses beaucoup plus facilement et avec moins d'énergie consommée, quoi. Et voilà, donc on a vraiment cette paresse mentale qui fait qu'il faut qu'on roue de coups notre cerveau en permanence quand on a besoin et surtout qu'on la guette à chaque fois qu'elle veut surgir pour moi. C'est elle qui est responsable de la procrastination ou? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Bon, après, la procrastination, il y a ceux qui font les choses en retard. Bon, ça, c'est pas bien grave, parce qu'ils font les choses. Et puis, la vraie procrastination qui a une vraie pathologie où là, les gens se mettent vraiment dans la merde parce qu'ils font pas. Tu vois, mais oui, ce petit truc de je le ferai demain. Tu vois, notre cerveau, en fait, toutes les choses faciles, il va les cumuler. Et une fois que ça va t'empêcher de dormir, à ce moment-là, c'est le moment de les faire. Tu vois, mais il va les cumuler parce que comme c'est facile à faire, il pourra le faire demain. Et vouloir faire les choses à l'avance, notre cerveau, il sait pas faire, on n'est pas bon et voilà, donc il faut accepter ça. Mais entre les 2, il faut savoir quand est-ce que tu es dans la paresse mentale ou pas, quoi. Donc Tu ça, as des outils pour l'identifier ou c'est vraiment, à chacun de faire cet effort, parce que tu as des gens qui s'en rendent compte. maintenant que tu le sais, tu vas t'en apercevoir, je te le dis. Je dis maintenant que tu le sais, tu vas t'en apercevoir. En fait, il y a pas à chaque fois que tu dis, «Non, mais c'est bon», Ouais, à chaque fois que tu voudras pas recommencer quelque chose, à chaque fois que tu vas, tolérer de baisser tes standards parce que finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, tu vois? C'est jamais sur des choses où il y a beaucoup d'importance, mais pas ouais, mais d'importance. s'accumuler au bout du bout, non, Au bout du bout, ça fait comme les intérêts cumulés, ça fait une grosse erreur de trajectoire. ouais. Est-ce que tu aurais un exemple d'accompagnement marquant où quelqu'un est passé de paralysé à performant? De paralyser par la peur à performant? Ou par un manque de discipline ou par un manque de. Non, non, j'ai un exemple. Alors c'est marrant parce que, hier, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, un exemple justement qu'est-ce qui m'est arrivé de plus étrange? Et du coup, ça va aller avec ça. C'était les Jeux olympiques de Paris, en 2024 là, un entraîneur qui m'appelle et qui me dit: «Écoute Simon, j'ai une fille, tu as pas bossé avec, j'ai une fille et ça a été la dernière qualifiée pour les Jeux olympiques, une Camerounaise, je crois, la dernière qualifiée pour les JO. Elle vient de faire sa course, elle a battu le record de son pays. Elle a une qualif pour une deuxième course, mais là, elle est terrorisée et elle veut pas courir. Et il dit: «Ben moi, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Est-ce que tu serais OK
pour parler avec elle. Et du coup, c'était le matin et à 17h, j'ai parlé une demi-heure avec cette fille dont je connais même plus le nom et que j'ai jamais vue. Et au bout d'une demi-heure, elle m'a dit je vais faire la course. Et elle a à nouveau battu le record du Cameroun, son record perso. Et elle a tout explosé et elle a fait la course. Et elle m'a rappelé pour me remercier et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Ça me met un peu la chair de poule, tu vois. C'était vraiment un croisement à un moment. Et voilà, de quelqu'un qui était complètement paralysé. Et où finalement, ben, ça s'est débloqué et puis c'est parti. Ça s'est débloqué grâce à sa raison d'être. C'est Ouais. pas débloqué sur des trucs techniques, quoi. Ouais, c'était enfin, j'imagine un peu le discours, peut-être que tu as pu avoir en mode tu as fait tout ça pour en arriver là et là tu t'arrêtes, c'est comment tu arrives à lui donner ce déclic, en une demi heure en plus? Enfin, c'est rapide. Je crois qu'à ce moment-là, moi, c'était mon challenge et que moi, j'étais comme un athlète dans un état de flow. Donc, je crois que je pourrais pas redire Oui, tu les les mots, les mots que j'ai utilisés. La seule chose que je sais, c'est que je me suis abandonné dans cette conversation et avec la volonté incroyable que cette fille réalise son rêve et de dire, bah, non, Simon, tu te démerdes comme tu veux, mais tu dois y arriver. tu parles de cet état de flow, dans ta description, tu parles de stratosphère mentale où tout devient fluide. Tu peux nous décrire cet état et qu'est-ce qui qu'est-ce que ça demande pour y accéder? C'est un état extraordinaire où tout est facile, ça c'est sûr. Et pour moi, il y a 3 choses qui permettent d'accéder à ça. Hem, une ambition hors du commun et qui te dépasse. C'est-à-dire que, par expérience, que ce soit avec des très gros entrepreneurs, je travaille aussi avec des entrepreneurs. Je crois que celui qui a le plus gros périmètre de responsabilité est supérieur à 1 milliard d'euros. Donc tu vois, c'est des gens qui sont de très, très haut niveau et c'est une ambition qui les dépasse et ceux qui font des grandes choses, les athlètes qui font des grandes choses, c'est rarement pour eux quand on dit: «Vas-y, fais les choses pour toi». Ça me fait toujours rire si c'est que pour moi, je veux dire, je reste sur le canapé et je regarde Netflix, quoi. Et par contre, tous quelque part, alors peut-être que, on le saura un jour que les neurosciences, nous expliqueront ça, mais je pense qu'on est tous faits pour contribuer et que le fait de contribuer et avoir de la gratitude nous amène à quelque chose de plus grand que nous et qui fait que, on a un espèce de dépassement. Donc du coup, c'est vraiment avoir une ambition plus grande que soi. Ça, c'est, heu, ça, c'est pour moi un bon état pour rentrer dans le flow. La deuxième chose, c'est la perfection selon moi. J'ai 2 définitions de la perfection. La première, la perfection, c'est l'abandon et en l'occurrence, si tu veux avoir un vrai état de flow, techniquement, psychologiquement, tu dois être complètement abandonné à ce que tu fais c'est assez dramatique de voir, des athlètes, des chercheurs ou des pointures, des gens qui bossent sur des choses tout le temps, qui répètent inlassablement, des artistes, et qui finalement entraînent leur cerveau à savoir faire. C'est-à-dire qu'ils fabriquent les chemins neuronaux pour que ça fonctionne bien. Hem, et puis quand ils sont en train de faire, ils sont en train de contrôler que leur cerveau fait bien les choses. Tu dis: «Bah, mec, c'est débile. Tu fais le chemin neuronal pour que ça aille tout seul, pour que ton jeu à la guitare, il soit fluide, pour que ta course, elle soit fluide et cetera et si tu contrôles ton cerveau parce que tu lui fais pas confiance, c'est un peu, débile, quoi». Donc j'ai une première définition de l'abandon qui est de la perfection qui est l'abandon et une deuxième définition de la perfection qui est, la perfection, c'est quand tu peux plus rien enlever. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rajouter des choses. Il faut en enlever le plus possible. Voilà, je pense souvent à l'image de Picasso qui, avec 2 traits, dessine un taureau, quoi. Et l'idée, c'est ça. Tu fais quelque chose, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever? Pour qu'il reste plus rien, tu vois? Tu sais, plus rien et tu abandonné. Ah, je pense que tu es vraiment proche de la perfection. Ça rejoint un peu ma question d'après et c'est marrant quand tu parlais de justement ces athlètes qui font le même geste inlassablement et cetera et pour créer cette mémoire musculaire, mon épouse est danseuse, à l'Opéra de Paris et tous les danseurs d'une manière générale le disent. Ils disent: «À un moment, tu tu sais que tu es épuisé, mais tu sais que ton corps sait faire». Ça. Et donc il va le faire et donc ça rejoint un peu la question d'après qui était en quoi,
le lâcher prise et la rigueur sont liés dans ton approche et tu l'as finalement très bien expliqué. C'est, de refaire ces choses-là inlassablement et en même temps d'accepter à un moment donné que du coup tu l'as tellement fait que, ton corps ou même ton mental va pouvoir, prendre le relais au moment où toi tu te sens moins, apte à faire, quoi. En fait, pour moi, il prend pas le relais. C'est-à-dire que, tu vois, si on suit le processus d'apprentissage, tu vas, modéliser un geste, répéter le geste que tu as modélisé et après c'est savoir le restituer dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que si tu vas restituer un geste avec plus de puissance sans que le geste se déforme. Tu vois, c'est ce que je veux dire dans n'importe quelle condition. Vraiment, ton mental, ton corps, ton esprit sait faire. Toi, c'est vraiment avoir je dis toujours que la rigueur rend libre. Alors, c'est valable, au tout début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui démarrent ou qui sont, à moins de 100 000 € de chiffre, et tu vois, ils sont en train de passer des caps, tu vois, c'est de dire, sois rigoureux. La rigueur te rend libre parce que finalement, tu as besoin de liberté parce que rien ne se passe exactement comme prévu. Et il faut que, au moment où les choses ne se passent pas comme prévu, tout le reste soit cadré pour que tu sois entièrement disponible à l'instant présent. Et du coup, cette rigueur, c'est aussi répéter inlassablement le geste pour pouvoir le faire sans la moindre déformation et surtout faire en sorte que on parle d'IA, mais là, on a juste le I de IA, d'accord? Et cette intelligence bayésienne qui est faite sur l'apprentissage. Je veux dire, tu prends un virage avec ta voiture, tu lui mets les mains sur le volant et ton cerveau, naturellement, il va faire les corrections pour que ça se passe bien, tu vois? Tu es pas en train de réfléchir en disant: «Tiens, je vais bouger mes mains ou je vais redresser». Et du coup, c'est de dire: «Ben, j'ai tellement conduit ou j'ai fait tellement tel geste que ça se fait tout seul». Ah voilà, c'est adapter cette rigueur pour reproduire le geste, reproduire inlassablement. Comme ton épouse qui a fait, de la barre du miroir, de la barre du miroir, de la barre du miroir et jusqu'à en être saturée, jusqu'à être complètement détachée de ce qu'elle fait parce que la mécanique est en train de se faire, mais aussi ça veut dire que dans une représentation, elle peut incarner pleinement et s'abandonner parce que le corps sait faire, quoi. Et c'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie, hein. Discipline, finalement, tu parles de rigueur, mais on pourrait dire discipline aussi, de 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 répéter les choses pour, créer de l'habitude, créer du réflexe, créer une «mécanique automatique» entre guillemets, pour que ton cerveau et ton corps, fassent qu'un et sans que tu aies toi à influer dessus. Enfin, l'image de la voiture, elle est très parlante. Au début, on réfléchit à tout et progressivement, C'est ça. on fait que conduire. C'est ça et tu peux même, téléphoner en même temps, c'est interdit, mais Oui. voilà, il y en a qui fument dans la voiture et ils discutent, ils regardent dehors et tout ce qu'on voudra. J'aime bien utiliser le mot rigueur, mais ça, c'est mon côté caché piquant, tu vois? Et dire, parce que la rigueur, tu dis: «Il faut de la rigueur». Tu vois? C'est pas pareil qu'il faut de la discipline. Tu vois? J'aime bien dire: «Non, de la rigueur» et montrer à quel point la rigueur amène la liberté. C'est juste, quand tu vis ça, tu vis dans l'instant présent tout le temps parce que tu es disponible pour l'instant présent. Tu t'appuies beaucoup sur les neurosciences, dans l'académie de la performance. Quelles découvertes ont transformé justement ta façon de travailler par rapport à ça? Si tu t'appuies énormément sur la mécanique, du cerveau, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, bien sûr, les neurosciences, ça commence juste à arriver dans le grand public et je reste quand même quelqu'un de grand public et puis j'ai pas de connaissances, très pointues en sciences pour pouvoir, disserter, très largement sur le sujet. Simplement, j'ai commencé à travailler beaucoup sur le cerveau, dès le début. J'étais passionné de comment fonctionne notre cerveau et puis après, j'ai trouvé un site génial dont je me sers encore de temps en temps qui s'appelle, «Le cerveau à tous les niveaux» de l'université McGill, au Canada et où là, pour chaque chose, il y a une explication, très, très simple jusqu'à l'explication très complexe et là, je me suis vraiment intéressé aux schémas. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec des schémas, avec des process, avec des cadres et de façon à ce qu'après on met ce qu'on veut dans le cadre et dans le process et puis, bien sûr, quand les neurosciences sont apparues, neurosciences, neuropsychologie, j'ai regardé ça de beaucoup plus près et j'ai eu la chance un jour d'être contacté par, des, neuroscientifiques spécialistes de la métacognition
C'est des gens qui ont travaillé à l'élaboration du Nutri-Score et qui en avaient fait la version brute avant qu'elle soit la version connue. Et qui disaient, ben, on a entendu parler de toi, on sait comment tu travailles avec tes athlètes, ça nous intéresserait que tu viennes nous rejoindre. Et on a bossé 1 année ensemble. Et là, c'était... Enfin, moi, j'étais comme un gamin qui va dans la maison du Père Noël. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont expliqué système 1, système 2, tous les biais cognitifs et dans le détail et pourquoi et comment. Et, euh, et comment on pouvait recréer une autoroute neuronale pour aller chercher une info, mais qui allait servir aussi bien à quelqu'un qui avait un membre fantôme que à quelqu'un qui voulait faire du sport de haut niveau ou réapprendre à lire et à écrire après un accident cérébral. Euh, et puis eux, ils étaient fascinés par la façon dont je mettais en musique ce qu'ils m'apprenaient. C'est-à-dire que je leur ai fait une démo de comment on arrivait à l'hypermotivation en passant par une combinaison entre le circuit de la récompense et le circuit de la peur. Et de dire à quel endroit ça se passe et qu'est-ce qu'il faut bouger pour que là, on ait un truc qui soit subliminal, quoi. Et voilà, ça, c'était vraiment génial. Et je crois qu'on doit faire une session. J'ai reçu un mail l'autre jour, en fin de mois, pour voir si on pouvait pas reprendre une petite année à travailler sur un sujet. C'est drôle comme on parle d'un truc Nutri-Score et d'arriver à ce niveau de, de, de changement de paradigme. En fait, il y a une vraie préoccupation des pouvoirs publics sur la santé et face au lobbying divers et variés. Et, euh, et sans tomber dans la vulgarité, mais on a fait de la pub et on a vendu de la merde aux gens pendant des années. Et aujourd'hui, on dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut les influencer par leur biais cognitif pour que finalement, ils mangent mieux, quoi. Euh, Tu dis, ah, super. Ouais. On peut pas faire plus rapide. Juste dire toute la journée manger 5 fruits et légumes par jour, je suis pas sûr que ça soit hyper efficace. Ouais, d'autant qu'aujourd'hui, on sait que c'est peut-être pas tout à fait la bonne solution non plus, quoi. Mais bon, Ouais, c'est hyper intéressant. c'est- ces gens sont des gens incroyablement passionnés et passionnants et qui ils maîtrisent leur sujet à fond, quoi. C'est avec eux que j'ai découvert que quand tu as une décision importante à prendre, surtout, il faut pas réfléchir parce que tes biais cognitifs vont foutre le bordel. C'est-à-dire que tu dois acheter une maison, respecte ton intuition, quoi. Prends pas ta calculette. Respecte ton intuition. Là, t'as plus de chances de faire juste que si tu fais avec une calculette. C'est sûr que si tu commences à laisser les biais et les doutes arriver, tu fais rentrer des paramètres qui en plus sont pas forcément rationnels dans le truc et tu biaises complètement ton raisonnement, quoi. J'ai une petite astuce pour ce qui me concerne. Elle n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais du coup, tu vois, l'idée, c'est, t'as l'intuition, et puis l'instinct, c'est le passage à l'action de l'intuition. Donc ça, c'est OK quand tout va bien. Et du coup, j'ai dit, ben, il faut que je me fasse une dream team mentale avec des petites clochettes pour savoir quand est-ce que je vais bien ou quand est-ce que je vais mal, quoi. De façon à ce que j'aille pas justement quand je vais mal, prendre des décisions ou suivre mon intuition, alors que bah, il peut y avoir des choses qui me parlent. Du coup, j'ai des petits repères. Alors typiquement, moi, j'ai des rituels le matin. Euh, et bah, si je respecte pas mes rituels, c'est que je vais pas super bien. Si je suis un peu impatient, sans m'énerver, mais tu vois, souffler ou poser une question et il y a trop de temps pour avoir la réponse. Si je suis un peu moins tolérant, un peu impatient. Et, euh, et puis, j'en ai un troisième qui est sur une routine physique. Euh, et voilà. Et en fait, si ces 3 trucs-là, ils sont pas présents, C'est que t'es pas dans les bonnes ça conditions. veut dire que je suis pas super bien. Si je suis à fond là-dedans, je peux se passer n'importe quoi, intuition, instinct. C'est bien parce que tu es en fait hyper à l'écoute, de ce que tu fais, de l'état dans lequel tu es, ce qui est pas forcément toujours, évident. Je trouve l'image hyper parlante parce que justement de savoir identifier le moment parce que tu peux te le dire instinctivement en disant: «Ah aujourd'hui je suis pas en grande forme, machin» et malgré tout faire des trucs et là tu as des vrais repères, entre guillemets, «des vrais jalons» dans ta journée qui font que du coup, tu as ce petit indicateur ou Ouais, petit voyant d'alarme, quoi. c'est vraiment ça, tu vois, c'est de dire, tu peux être enfin moi, en ce qui me concerne, je vais dire je peux être, mou et pas me sentir en super forme et pour autant avoir respecté,
mes routines, être patient, etc. Donc, ça veut dire que je peux prendre une décision très, très vite ou que je peux vraiment suivre mon intuition. C'est vrai, chacun doit avoir ces trucs de s'auto-contrôler, s'auto-connaître. Pour moi, c'est la base, quoi. Ouais, de savoir identifier son voyant d'alarme et quand il faut faire gaffe, quoi. Ces petites clochettes et éventuellement, tu vois, tu peux en parler à ton partenaire de vie, de dire, bah, tiens, quand je suis comme ça, tu peux me faire un petit coucou, un petit signe ou une petite remarque. Juste pour recadrer, quoi. Je suis un passionné de la confrontation, hein. La confrontation, c'est le seul truc qui nous permet de croître vraiment, quoi. Quel outil simple tu pourrais donner à un auditeur qui, pour pouvoir commencer à appliquer, heu, enfin qui pourrait appliquer plutôt pour retrouver un plus de focus ou justement de clarté mentale? Alors je pense que tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de la rigueur, mais est-ce que tu as un outil pour les aider? Est-ce que c'est les routines? L'outil simple, c'est vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment avoir? Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Comment tu dois être? Et dans quel délai? Ça, c'est l'outil, à se poser tout seul et tous les matins, ça, c'est important pour moi, mais tous les matins, tu peux te dire, «OK, à telle date, je serai à tel endroit. À telle date, je ferai telle chose», tu vois? Et c'est important pour moi pour telle raison, telle raison, telle raison. Ouais, c'est Comme ça vraiment ça c'est toujours montrer à ton cerveau où est ton étoile du Nord, tu vois? ouais. Ouais, de le guider tous les matins. Ces là et d'être axé dessus. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, la 2e chose, je peux te donner le point commun de tous ceux qui réussissent, c'est que, bah, ils sont, coachés, mentorés, encadrés. Ouais, c'est Moi, j'ai fait une règle pour ce qui me concerne d'investir en moi au moins ce que je facture, à mes clients. C'est-à-dire que, on m'a demandé, «C'est quoi pour toi un bon coach?» J'ai dit: «Bah, c'est quelqu'un qui investit dans sa propre formation au moins le montant qu'il te facture». Ça calme un peu le débat, pour ceux qui se remettent pas trop en question et du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, hem, d'avoir de l'échange, de se confronter, aller dans des masterminds, échanger vraiment avec les gens, confrontez-vous. La confrontation, comment je pourrais dire? Tu vois, oser, c'est éphémère. Oser, c'est prendre une pièce comme ça et sur la pièce d'un côté, tu as osé et de l'autre côté, tu as se confronter. Oser, c'est éphémère. Oser, c'est je dépasse ma peur de pas être à la hauteur et je fais. Tu vois, ça, c'est oser et c'est court. Et puis tu as la confrontation et là, la confrontation, c'est le paradis parce que ça te met face à 3 situations, ça te met face à la réalité où tu peux mesurer les écarts qu'il y a entre la réalité et l'idée que tu t'en fais. Ça te met face à tes, points forts et tes points faibles, donc ça te permet de pouvoir travailler ce que tu veux travailler. Et puis ça te met face à ton engagement. Est-ce que je me suis vraiment engagé dans ce que j'ai fait ou pas? Et ça, bah, donne-moi meilleure solution pour croître et j'achète, quoi. Et voilà. Bon, c'est là où je pense qu'un coach balaye l'ego. ouais, ouais, c'est là où je pense qu'un coach justement est ultra important, alors quel que soit le domaine, où tu es persuadé peut-être toi tout seul quand tu es dans ton truc, face à ton truc, d'être au taquet, de faire tout ce que tu peux et cetera et le coach il arrive, il va juste te faire prendre le recul et te dire: «Mais en fait déjà change le truc» et tu vas voir qu'en fait, bah, tu étais pas à fond, même si tu étais persuadé de l'être, tu peux aller encore plus loin, tu peux faire autrement, tu Ouais. de te challenger quoi, finalement, c'est ce que tu dis, la confrontation. Ça, tu vois, mes clients premium là, donc moi, j'en prends, 5 dans l'année, maxi 6. On est très clair, ils savent très bien qu'ils ont pas besoin de moi. Ça, c'est vrai. C'est juste qu'ils savent qu'avec moi, ils vont prendre de l'altitude. Alors, tu vois, le recul, c'est sur un seul plan, c'est-à-dire que tu prends de recul par rapport au mur, quoi. Et l'altitude, tu montes et du coup, avec la hauteur, tu peux voir la courbe de la Terre et tu peux plus facilement prendre tes décisions. Donc, avec moi, ils vont prendre cette altitude et puis, globalement, ils achètent le fait que dans l'année, ils vont peut-être avoir entre 3 et 5 phrases qui vont être vraiment game changer pour eux. Et voilà. Et ce qu'ils en font, eux, parce que c'est des gens qu'en fait, quand tu leur donnes quelque chose, ils le prennent, Ouais, il te ils transforme. implémentent et ils en font quelque chose. Du coup, ce que je leur fais payer, c'est une misère par rapport à ce qu'ils utilisent, quoi, à ce qu'ils en font. Donc c'est vraiment, va te confronter, va échanger avec tes pairs, accepte que
accepte que l'habit fasse pas le moine voilà quoi. Tu vois, si tu veux courir vite, va pas voir Usain Bolt, va voir son entraîneur. Si t'as 200 mètres carrés à balayer, va voir un mec dont c'est le métier de balayer et explique-lui comment faut faire et demande-lui comment faut faire pour être efficace et pas te fatiguer, quoi. Mais échange, échange, échange et confronte-toi. Un coach, c'est un catalyseur, quoi. Ça permet d'aller plus vite. C'est ça. Tu dis que tu es cash dans ton accompagnement. Est-ce que, certaines personnes sont tous pas prêtes à entendre ce que tu leur dis ou quand ils viennent te voir, ils savent, globalement à quoi ils vont s'exposer? En règle générale, on vient pas chez moi par hasard. C'est-à-dire que, toi, moi, j'ai pas de notoriété. On s'est connus sur un commentaire que j'ai mis sur un de tes posts et où j'étais tout mal à l'aise parce que j'étais limite hors sujet et tout. Et puis tu m'as dit: «Ah, mais ça me plaît, on ferait pas un podcast», tu vois? Et, en règle générale, on vient chez moi parce qu'on sait qui je suis mais on teste toujours un peu avant, quoi. Et effectivement, il y a des gens qui disent: «Bah, Simon, ouais, ouais, ce que vous me dites, ça percute, c'est incroyable, mais là, j'arrive pas à reprendre mon souffle, quoi». Avant, j'essayais de rattraper le coup et dire: «Mais non» et maintenant non. Maintenant, Ouais, tu juste maintenant pas je dis: «OK, ben, voilà, vous savez exactement par où il faut que vous passiez et vous savez que cette confrontation-là, bah, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui peut vous la donner, et à un très, très haut niveau et en toute bienveillance, hein». C'est-à-dire que moi, je suis plutôt, agréable avec mes clients et avec les gens avec qui j'interviens. Hem, mais mûrissez et préparez-vous à ce niveau-là pour aller chercher ce que vous voulez vraiment parce que ça passe par là. La réussite, tout ce que tu veux, c'est toujours de l'autre côté d'une situation inconfortable. Ça n'existe pas de ce côté-là, quoi, hein. ouais, c'est les promesses faciles, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent de croire que ça marche comme ça, mais C'est ça. clairement pas. J'ai une image qui rejoint un peu ce que tu disais, alors je sais pas si tu regardes Qui veut être mon associé, mais je vois un Anthony Bourbon, par exemple, qui dit aux gens, «Mais est-ce que vraiment vous êtes prêts à ce que je vais vous faire subir, quoi?» Parce que le mec a une traction telle que si tu as pas le moteur derrière, tu pètes en vol, quoi. C'est même pas une question de moteur, c'est juste, c'est pose ton ego, quoi. Tu vois, quand on discutait, moi, j'aime bien, aujourd'hui, je développe des choses pour des entrepreneurs de plus de 40 ans qui veulent vraiment développer leurs résultats. C'est pas des gens qui veulent acheter des Ferrari, c'est des gens qui veulent croître et qui veulent, impacter la Contribuer à de la valeur, quoi. on me dit: «Mais pourquoi tu prends, que des gens qui sont au-delà de 40 ans?» Je dis: «Bah, parce que les autres, ils ont trop d'écho. Ils sont pas coachables, en fait» et quand Anthony Bourbon, il te dit ça, il n'est pas méchant, il va juste dire: «Un chat, c'est un chat» et avec sa vision et c'est juste que si tu as un ego, qui te laisse croire que tu es le meilleur de la planète, alors, ça va te faire très, très mal, quoi. Ouais. Ouais, c'est de s'en remettre aussi à l'expérience et j'adore l'idée de quand tu dis: «Je prends des gens de plus de 40 ans» parce qu'avant ils sont pas coachables. Ouais. Moi, je me vois plus jeune aussi et quand on me disait: «Non mais tu verras, mets de l'eau dans ton vin, machin» et qu'en fait tu as 20 balais, tu en as rien à foutre en fait. Tu es persuadé d'avoir raison et puis avec le temps, tu te dis: «Ah putain quand même, si je l'avais écouté, peut-être que j'aurais gagné un peu de». Tu vois? Je suis autodidacte, j'ai fait des formations et cetera, mais en fait, j'ai toujours traîné avec des vieux qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont parfois foutu des sacrés coups de pied au cul et qui m'en ont fait baver, hein qui m'ont toujours un peu guidé et j'ai été comme toi. C'est-à-dire que, tu vois, à 16 ans, 20 ans, là, quand j'ai perdu ma sœur, ben, je me battais tout le temps, je pensais que c'était moi qui détenais la vérité, alors qu'aujourd'hui, bah, je sais que je sais pas grand-chose et que malgré tout, en parlant avec toi, je suis en train de croître et d'apprendre des choses et réciproquement, quoi. Quelle, différence tu vois entre estime de soi et confiance en soi? Heu, un monde de différence. La confiance en soi se mesure à sa capacité d'apprentissage. Dieu sait si j'ai bossé sur le sujet. Hem, la capacité d'apprentissage te donne ta confiance en toi. C'est-à-dire que, imagine que tu as une capacité d'apprentissage incroyable. Ça veut dire que dans toutes les situations de la vie, tu acceptes d'apprendre.
Donc, tu peux te retrouver à l'instant présent dans n'importe quelle situation puisque tu acceptes d'apprendre, tu es à l'aise. Ça, c'est la confiance en soi. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient: «Oh mais j'ai pas confiance en moi» et alors qu'en fait, ils avaient vraiment confiance en eux, ils avaient de la connaissance et de la capacité d'apprentissage, mais ils n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes. Et l'estime de soi, c'est plus sur, la réalisation, ce qu'on fait et sur ses fiertés. C'est-à-dire que, bah, voilà, dans les rituels tu sauras tout. Dans les rituels du matin, je fais mes gratitudes et dans mes gratitudes, il y a une part qui s'adresse à mes fiertés et ces fiertés, quand je le fais faire aux gens avec qui je travaille, je leur dis: «Mais la fierté, c'est pas d'être grimpé au sommet de l'Everest. Je veux dire, si ta fierté, c'est d'avoir, réussi à faire cuire des pâtes exactement comme tu voulais, alors c'est une grande fierté. Si ta fierté, c'est d'inspirer tes enfants, c'est ta fierté et elle vaut largement toutes les autres fiertés du monde» et du coup, se répéter ces fiertés régulièrement et d'aller les chercher. Alors, tu vois, je fais des exercices où je te demande 10 fiertés, puis 20, puis j'arrive à 50 jusqu'à 100. Et quand tu demandes ces 100 fiertés à quelqu'un, je peux te dire qu'il vaut mieux qu'il soit passé par les 10, les 20 et les 30 avant, parce que sinon, il les trouve pas. Et après, il finit par les trouver. Mais tu vois, si aujourd'hui, tu t'amuses à écrire, tiens, si j'ai échangé avec Simon, je vais écrire, ce soir, je vais écrire mes 20 fiertés. Mais tu vas voir comment tu vas avoir de l'estime de toi. Parce que tu vas dire: «Oh bah ça, il y a pas de quoi être fier, tout le monde le fait». Tu dis: «Bah, on s'en fout que tout le monde le fasse». C'est Ouais, pas juste, c'est pas je d'être l'ai fait, unique. j'en suis content et déjà, c'est bien. Dire, tu vois, hem, la simplicité de nos rapports où tu dis: «Ben, non, pas à cette heure-ci parce que, je vais chercher, mon enfant à l'école». Tu vois, ça, c'est super simple. Il y a des gens qui oseraient pas, tu vois, qui diraient: «Non, mais là, j'ai un truc à faire», Tu dis: «Bah non, moi, c'est ma priorité». Tu vois? Ma fierté, c'est de pouvoir dire simplement que je vais chercher mon enfant à l'école, quoi et là, voilà, tu fais la liste de tes fiertés et là, tu vas avoir l'estime de toi. Donc l'estime de soi, c'est hyper important et c'est ses fiertés, ses actions à son niveau et de l'autre côté, la confiance en soi, c'est vraiment, développer sa capacité d'apprentissage. Le premier frein à l'apprentissage, c'est l'ego. L'ego, virez-moi ce truc-là. C'est ma question d'après, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est si dur pour les gens justement de mettre leur ego de côté? Et toi, comment tu les aides à le faire sans les casser? Ou en faisant Je crois que la meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est de leur montrer combien ça leur coûtait d'avoir de l'ego. Tu vois, tu vois, sur les solutions, sur le business et quand je suis avec, un entrepreneur, je leur fais chiffrer parfois le coût de la non-action ou de la non-décision et là, je peux te dire, ça les aide à décider et tu vois, sur l'ego, quand tu commences à arriver à faire chiffrer le coût de l'ego là, mon Dieu que ça va vite. Ça va très, très vite, Ouais, c'est tu vois? ça me fait un peu penser aux décisions que tu prends à un moment donné. Tu avances et tu sais que le truc est foiré, mais tu te dis: «J'ai tellement que je continue». Et moi, j'ai eu des gens qui me disent, je perds un petit peu tous les jours, mais je me rattrape sur le nombre. Je dis: «Bah non, sur le nombre, tu t'enterres plus, quoi». Mais tu vois, vraiment, l'ego, en fait, c'est vraiment le premier frein à l'apprentissage et je crois que c'est quand on te dit quelque chose et que tu réagis à l'intérieur, c'est qu'il y a une part de vrai. Accepte cette part de vrai et là, tu vois, je dis, moi, je suis bien un gars des métaphores. Tu marches dans un champ, il y a une barrière électrique et en fait, tu te brûles à la barrière. Là, c'est l'ego. Alors, tu as 2 solutions. Soit tu enjambes la barrière et tu passes sur le côté apprentissage, soit tu restes bien sagement du côté de la barrière et tu prends pas le courant, quoi. Hem, c'est un choix à faire. Quand on te fait une remarque et que ça pique, tu dis: «OK, j'ai un truc à bosser là-dessus, je le fais». Des fois, c'est rien du tout, quoi. C'est, tu vois, on te dit un truc, tu dis: «Non, mais je sais», alors que tu savais pas. Mais putain, pardon. C'est le système 1 qui fait qu'il va répondre: «Ah mais je savais déjà». Tu dis: «Mais tais-toi, toi. Tais-toi», tu comprends? Et et voilà et c'est de dire: «Bah non, je savais pas, génial». D'avoir cette humilité et de se dire: «OK, bah, en fait», presque même d'être dans la gratitude justement et de remercier la personne en me disant: «Bah, Exactement, avancé, quoi». exactement. Si tu devais résumer ta mission aujourd'hui en une seule phrase, ça serait laquelle? Transformer le cerveau d'entrepreneurs de plus de 40 ans pour qu'ils deviennent riches et épanouissants pour leur famille. Ouais. C'est déjà bien, hein? Pour celles et ceux qui sentent qu'ils ont de l'ambition, quel premier pas tu leur recommandes, dès maintenant?
Passer à l'action. Ah, on a déjà trop parlé. On arrive à la fin de l'épisode justement. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu proposes au sein de l'Académie de la performance et comment on peut te retrouver s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aujourd'hui ont envie de faire appel à tes services? OK. Du coup, l'Académie de la performance, c'est un centre de formation et là, j'ai créé un environnement avec un beau projet, qui s'appelle 1250 Camille. C'est-à-dire que, il y a 40 ans, le prénom, non genré le plus distribué en France, c'était Camille. Donc, comme je veux travailler avec des entrepreneurs de plus de 40 ans, c'est pour ça que je les appelle Camille et voilà, je vais monter un mastermind avec, des groupes de maxi 20 personnes parce qu'au-delà, c'est c'est pas optimal. Hem Et donc j'accompagne ces entrepreneurs avec des visios collectives et une visio individuelle chaque mois et je leur offre, la formation que j'ai réalisée qui s'appelle Mindset de champion pour justement, leur apprendre à avoir ce mindset de champion et voilà, l'idée est bien sûr que les gens, les Camille qui sont dans ces groupes, heu, ils performent et puis aussi qu'ils aient envie de transmettre un peu à la façon du compagnonnage. Comme moi, je suis un gars qui a appris beaucoup sur le terrain et de dire: «Bah, c'est quelqu'un qui est dans un groupe que je vais, former ou faire mettre en formation et pour que demain, il puisse être lui accompagner un groupe et transmettre le savoir et voilà et qu'on arrive à impacter, 1 250 personnes en 5 ans et ça fera, 5 000 personnes pour des familles de 4 personnes et ce sera un peu ma médaille d'or et là, je me retirerai tranquillement Beau projet, magnifique. et vous pouvez me retrouver, bah, vous me cherchez sur LinkedIn, c'est le plus simple. Le site est en pleine refonte en plus, donc n'hésitez pas à me mettre un message privé sur LinkedIn. Ça marche. Je leur mettrai le lien en description de l'épisode. Dernière petite question juste sur ces groupes justement de 20 personnes. Tu les mets, par ordre d'arrivée ou tu essayes de faire des complémentarités de groupe, en mettant des gens, d'environnements différents qui du coup vont pouvoir, aussi, phosphorer et s'entraider ou comment tu gères ce Pour, type par là? ordre d'arrivée, en fait. En règle générale, les 3 premières semaines de leur arrivée, ils font la formation et ils viennent pas dans le groupe des gens qui sont déjà implémentaires. Parce que, les 3 premières semaines de formation sont axées, sur la clarté. Il peut y avoir, une vingtaine de vidéos et justement sur comment on détermine là où on veut aller, la temporalité, tout ce qu'on voudra. Et ensuite ils ont ces visios collectives avec des tableaux de suivi, de façon à vraiment, vraiment leur amener la rigueur d'implémentation parce que, faire des formations pour les mettre sur l'étagère, il y en a plein. Moi, je veux vraiment je vous transforme vraiment le cerveau pour que vous vous régaliez la vie, quoi et que, bah, que Je ce vais soit passer à dans l'action. le business et que je suis dans le make money, que vous gagnez beaucoup d'argent, quoi. Super. Simon, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Écoute, merci pour ton invitation, Sébastien, Avec grand plaisir. et voilà, j'espère que ça a correspondu à tes attentes. Bon, aux miennes, oui, évidemment. J'espère que ça vous aura également, tous plu. N'hésitez pas à contacter Simon si vous êtes intéressé pour, faire appel à ses services. Je vous mets le lien évidemment dans la description de l'épisode. Il me reste plus qu'à vous dire à très vite. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.